Bienvenue à tout le monde, voilà c'est Goulven Tristan du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Et aujourd'hui je suis content de recevoir Frank Ropers justement pour une interview, pour un petit témoignage sur son état d'esprit, sur sa réussite. Pour ceux qui ne te connaisseraient pas Frank, pour ceux qui te découvrent, parce que tout le monde ne te connaît pas encore, ça on va y arriver, mais tout le monde ne te connaît pas, donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots, d'où tu viens, comment t'appelles-tu, surtout que fais-tu dans la vie? D'accord, donc je suis Frank Ropers, j'ai dans quelques semaines 56 ans. Je suis avant tout sportif de haut niveau à la base et ensuite j'ai poursuivi ma carrière dans les sports de combat et les arts martiaux et actuellement je suis ceinture noire 7e dan de Pencak Silat, un art martial indonésien, ce qui me fait le plus haut gradé européen. Et surtout j'ai développé des salles. J'ai à ce jour une quarantaine de salles, peu réparties dans toute l'Europe, ce qui fait que j'ai formé en tout 30 000 élèves environ. C'est beaucoup, mais moi à raison de 1500 par an, ça va assez vite. Mon objectif n'était pas forcément de développer beaucoup de salles, mais ça s'est fait au fil de l'eau, parce qu'en fait j'ai formé des professeurs, confirmé des professeurs, et c'est un peu le cycle de la vie, à force ça commence à faire une masse assez importante. Et à côté de ça je suis coach de vie, donc coach sportif, coach mental, coach de vie, parce que ça va ensemble, physique, mental, pour aller mieux dans la vie et puis pouvoir aider les gens à être mieux au quotidien. Et je suis aussi dans le développement personnel, donc j'essaie d'optimiser les performances humaines à travers la connaissance de soi, le mental, pour pas forcément aider les sportifs à avoir un meilleur niveau, mais aider les gens à mieux se comprendre. Une fois qu'on s'est bien compris, on comprend mieux les autres et on comprend mieux la vie. Enfin voilà, c'est ma façon de faire. Et à côté de ça, je suis manager dans une grosse structure où il y a 300 et quelques personnes qui me permet de tester au quotidien, c'est un laboratoire, tester mes techniques personnelles et aussi les techniques, on va dire, interpersonnelles, améliorer les relations entre les gens pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et être bien dans leur quotidien. Voilà. Tout ce que tu viens de nous raconter, là, il faudrait au moins 3-4 personnes pour faire tout ce que tu fais au quotidien. Comment tu t'organises justement dans ton quotidien? C'est ce que peuvent se demander les internautes. Tu as une quarantaine d'écoles, tu travailles pour la mairie, tu fais du développement personnel, tu fais plein de choses. Comment tu t'organises justement pour être un acteur de ta vie, pour faire tout ce que tu as envie d'entreprendre? D'accord, alors je suis aussi youtubeur. Oui, mais youtubeur à succès. Oui, parce que tout le monde est youtubeur, mais tout le monde n'est pas youtubeur à succès. Plus de 600 000 abonnés, c'est ça? Ouais, je suis bientôt 700 000 là. Excuse-moi. Je crois les 700 000, c'est. Ça a commencé il y a combien de temps YouTube? Il n'y a pas longtemps, 4-5 ans. 4-5 ans? Je suis devenu youtubeur par hasard. Pour moi, c'est plus un outil de communication qui est génial d'ailleurs qu'une recherche. Je ne suis pas vraiment un réel youtubeur. Je ne m'investis pas au quotidien dans YouTube. Ça se fait au fil de l'eau, encore une fois. Juste pour revenir sur ton organisation. Comment tu t'organises justement? Est-ce que ça pourrait dire justement des entrepreneurs qui ont sûrement plein de rêves, plein d'objectifs? Mais comment tu fais toi pour t'organiser, pour réussir tout ce que tu entreprends? Alors, sur les fondamentaux, c'est très simple. C'est que j'ai une journée qui est assez bien remplie, qui commence à 5 h le matin, qui se termine environ à 22-23 h. Donc tous les matins, tu te lèves à 5 h? Ouais, voilà, même le week-end. Des fois 6 h le week-end. En fait, c'est très simple, c'est que j'ai segmenté ma journée. J'ai segmenté ma journée avec des choses qui sont très importantes, comme je m'octroie tous les jours au moins 1 heure de lecture. J'entretiens mon corps environ 30 minutes par jour, avec divers exercices. Et ce qui se passe, c'est qu'en segmentant, en fait, il y a un temps pour tout. Donc, je ne déborde pas. Si j'ai décidé qu'il y aura 1 heure de lecture, c'est pas 1h10, c'est 1 heure de lecture. Comme ça, je suis focus. Je ne perds pas de temps, j'optimise. Donc, je suis un adepte de la loi des 80-20. D'accord, loi Pareto. Voilà, la loi Pareto, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'optimise à fond cette segmentation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester concentré 3 heures. Faut que moi, j'en suis pas capable. Donc, je suis à fond pendant 1 heure ou une demi-heure, ça dépend des thèmes. Et ça fait que, étant focus, j'optimise. Ensuite, j'ai une confiance en l'homme assez importante, c'est que je délègue énormément. Donc moi, je ne sais pas tout faire, donc j'ai des professionnels qui savent faire, donc j'ai une équipe, et je délègue ce que je n'aime pas faire et ce que je ne sais pas faire. Donc ce qui fait que je libère du temps pour réfléchir. Ça fait que j'arrive à avoir 7-8 activités au quotidien qui se placent facilement dans une journée de 24 heures. Sachant que je passe beaucoup de temps à respecter en fait mon corps, c'est que j'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc j'essaie d'être performant au quotidien et important, et ça je le conseille à tout le monde, c'est que je m'octroie du temps pour moi, mine de rien. La lecture, c'est du temps pour moi. Je sais aussi prendre du temps pour moi, ça peut être pour un bon bain, ça peut être
pour me balader en forêt. C'est pour ça que je fais souvent des lives où je suis en forêt. Ça peut être assis sur un banc et contemplatif en regardant un oiseau. En fait, j'arrive à nettoyer mon corps assez rapidement avec des techniques comme la cohérence cardiaque. En fait, je prends du temps pour moi. Donc, je ne suis pas du genre à me laisser complètement fermer par le travail et être complètement stressé en disant ouais, j'ai pas fini ça, puisque tout rentre dans des cases. D'accord. Ouais, donc ça me stresse pas puisque je sais déjà le matin ce que je vais faire. Donc ton point fort, c'est surtout la délégation, l'organisation et la délégation. Voilà, la structure. Je suis très structuré. Cette structuration, cette délégation, tu l'as depuis petit, tu l'as. Comment c'est venu un jour, tu as eu un déclic, c'est quand tu as commencé l'entrepreneuriat, comment est venu le fait de te lever tous les jours à 5 heures, d'être carré avec toi-même, avec ta vie, avec ton organisation? C'est venu comment? T'as toujours eu ça en toi ou Je pense que j'ai des prédispositions, ouais. Mais simplement ça s'est structuré dès l'âge de 14 ans où je suis rentré à l'INSEP, donc à l'Institut national des sports, là où tous les champions, où en fait on m'a dit si tu veux réussir, le don ne suffira pas, l'entraînement ne suffira pas, il faut aussi que tu te disciplines. Il faut que tu apprennes à te structurer, s'arriver à l'heure à l'entraînement, écouter son entraîneur. Quand il te donne des trucs à faire le week-end, tu le fais. Ouais. En fait, voilà, j'ai appris ça, à préparer son sac à veille. C'est bête ce que je dis. Tu procrastines pas, toi? Non, ça je connais pas. C'est un mot qui n'est pas dans mon vocabulaire. D'accord. Non, impossible. Je peux pas, si j'ai décidé un truc, je terminerai. J'irai pas me coucher tant que je l'aurai pas terminé. En fait, c'est juste une gymnastique. C'est ce que j'explique. C'est juste en fait une gymnastique intellectuelle où toi, tu as banni ce mot, la procrastination, et du coup, tu l'emploies pas. Enfin, tu le fais. Ton esprit n'est même pas au courant que la procrastination, reporter quelque chose, ça peut exister. Donc, tu le fais jamais. Moi, c'est ce que j'explique avec les excuses. Les excuses, à aucun moment, il y a des excuses dans ma vie. À aucun moment, je me trouve des excuses et il y a toujours des solutions. Et en fait, c'est ce que j'explique aux gens. Les gens parfois ont du mal à le comprendre. Moi, les excuses, je m'en suis trouvé aussi à un moment donné, comme dans ma vie, comme beaucoup de monde. Mais les excuses, c'est juste une gymnastique intellectuelle. Quand vous êtes face à un mur, quand vous n'avez plus de solution, essayez, quand vous pensez ne pas avoir de solution, trouvez des solutions. Intellectuellement, entraînez votre cerveau à trouver des solutions et vous allez voir qu'au fil des temps, au fil des obstacles, vous trouverez tout le temps des solutions. C'est juste une gymnastique intellectuelle. Squeezer le cerveau par rapport aux excuses, l'arrêter et lui faire trouver des solutions. Et quand vous serez face à des problèmes, votre cerveau, comme vous l'aurez suffisamment entraîné à trouver des solutions, il trouvera des solutions automatiquement. Et toi, je pense que la procrastination, donc c'est la même chose. En fait, tu l'as dit, quand tu parles de gymnastique, c'est important. Ouais. Je dis qu'on peut tout transformer, le mental, le physique, l'état d'esprit. Pourquoi? Parce que tout est question d'entraînement. Tout est question d'entraînement avec des échecs, comme on dit, qui sont pour moi de l'apprentissage. Ce sont des expériences. Mais en fait, tout peut être transformable parce qu'en fait, il suffit de s'entraîner. On peut entraîner son esprit à faire des choses. On liste simplement. Voilà, moi, ce que je dis à mes élèves quand je les coach, tu fais une liste de choses que tu dois faire dans la journée. Tu en as 5 à faire, 10 à faire, importantes. Tu ne te couches pas tant que tu ne les as pas fait. Donc tu en fais 5 au début, après tu en fais 10, tu en fais 15, et après c'est une gymnastique. Ton cerveau, ton état d'esprit est entraîné. Et tu apprends à te connaître, ce que tu es capable de faire, de ne pas faire au quotidien, tes limites. Voilà, et comme ça te permet de mieux planifier tes plannings au quotidien et à savoir ce que tu fais, et ce que tu peux faire ou non. Et après ça te permet de vraiment bien établir un planning à l'année. Pour te dire, moi c'est comme ça que je fonctionne, au 31 décembre de la fin de l'année, le Goulven, il doit avoir fini ça, il doit être ça. Et voilà, tout ça, ça fait 3-4 ans que je fonctionne comme ça. J'y suis pas arrivé au début je débordais énormément. Mais comme après j'ai appris à me connaître et je savais ce que j'étais capable de faire. Et là, fin 2018, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux devenir et pour l'instant je suis largement dans les temps dans mon planning parce que voilà, ça fait plusieurs années que je le fais, j'ai vraiment appris à me connaître et je sais ce que je suis capable de faire ou non. Donc voilà, Franck travaille exactement pareil. Tu nous as parlé d'échecs. Toi, l'un de tes premiers échecs, l'un de tes premiers grands espoirs que tu avais, c'était l'athlétisme, où tu avais une belle carrière qui se dessinait devant toi. Et là, tu as eu, je crois que c'est une grosse blessure que tu as eue. Une blessure au dos, lombaire. Une blessure au dos. Et comment tu t'es dit justement par rapport aux personnes qui peuvent être face à un échec, comment tu as su rebondir? Quand tu mises, peut-être que tu n'avais pas tout misé, mais quand tu es à l'INSEP, que tu te profiles sur une belle carrière d'athlétisme, tu as plein de rêves et là on t'annonce Franck, c'est fini là. Comment tu fais pour passer de l'athlétisme
aux arts martiaux qui a strictement rien à voir. Ah bah, complètement rien à voir. En plus, c'est pas forcément les mêmes qualités physiques. Ouais. Alors c'est très simple, c'est que bon, j'avais 15 ans, donc j'étais très jeune, donc aucun soutien psychologique, faut le savoir. D'accord. Donc on te dit au revoir. Hein. Tu rends ta carte de l'INSEP, on te dit au revoir. Il n'y a pas tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Non, où à tu vas l'époque, non. t'accompagner, ceci, C'était en cela. 76, hein, 76, 77, 77. Ouais. Donc c'est très simple. Moi, je dis, et je le dis encore maintenant, hein, ça a été une chance. Cet échec, entre parenthèses, ça a été une chance parce que je ne serais pas devenu ce que je suis devenu actuellement si à l'époque j'étais resté à l'INSEP. Parce que je ne serais peut-être pas devenu champion, ou peut-être que je serais devenu champion, mais on voit beaucoup de champions qui à l'époque sont devenus rien du tout derrière. Parce qu'ils ont tout misé là-dessus et il n'y avait pas encore une fois tout l'entourage professionnel qui pouvait t'aider à trouver un métier. Donc j'ai beaucoup de copains de l'époque qui sont devenus des grands champions du monde, qui à l'heure actuelle sont au SMIC et qui ne sont pas heureux dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas choisi la vie qu'ils ont actuellement. Donc c'est important, hein, il y a un après-champion. Donc voilà, donc je me dis, ça a été une chance, et encore une fois, il n'y a jamais de hasard. Mais comment tu te dis à l'instant T, tu t'es pas dit c'est une chance? Non, bien sûr, au contraire, j'étais triste. J'ai traversé. Comment justement tu passes de cette tristesse à ce... T'étais au bas, t'étais au plus bas, et comment tu relèves la tête? Alors, tu t'es pas fait accompagner psychologiquement parlant? Ni le soutien de mes parents, rien. Ouais. Comment tu remontes cette pente? Alors c'est très simple, c'est que il y a eu la fracture, donc je ne vais pas vous mentir, hein, pendant 6 mois c'était un flottement. À l'école c'était moyen, puisque là j'avais vraiment un choc psychologique. Je suis pas tombé en dépression, simplement je me suis dit voilà, j'ai 15 ans, on me dit que c'est foutu, on me dit, ça veut dire que les autres me disent que c'est foutu. Mais ce que disent les autres, c'est leur vie, c'est pas la tienne. Voilà, et moi je me suis dit, non, ça c'est eux qui le disent. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été soigné pendant 6 mois parce que j'ai une grosse blessure au niveau lombaire. Donc c'est quand même l'arbre de la vie, hein, la colonne vertébrale. Donc à 15 ans, c'est pas génial. Hein. Et je me suis dit, je vais éviter tout ce qui est lié à des impacts au sol. Donc tout ce qui est saut. Puisque c'est ça qui m'a posé problème. C'est à la réception d'un saut, triple saut, où je me suis blessé. Je me suis dit, il suffit de faire quelque chose où je suis porté, où il y a des appuis, mais il n'y a pas de saut. Donc il se trouve que dans les sports de combat, pied-point, il n'y a pas de saut. Donc il y a quand même le mot combat, il y a quand même le mot choc, il y a quand même le mot percussion. Et en fait, à l'époque, j'avais compris, mais sans le savoir, comme je peux l'expliquer maintenant, c'est que l'homme a 3 moyens d'exister face à une situation, c'est soit fuir, soit être figé, soit combattre. Fuir, c'était. Non, c'est que j'avais pas les moyens de fuir. J'étais comme ça, subir. Bon, ça, j'étais pas prédisposé, ce que je disais. Et combattre, combattre dans quoi? C'est là qu'il fallait trouver. Et en fait, c'est un hasard. C'est que j'ai dit, le sport de combat, c'est le sport où on fait travailler les fibres rapides. Parce que j'avais déjà des connaissanses en biomécanique, en physique, on l'apprend quand on est jeune à l'INSEP. Je savais que j'étais rapide, je savais que j'étais souple, je savais que j'étais quelqu'un qui était explosif. Donc je me dis, on retrouve ces 3 qualités dans les sports de combat. Donc j'étais à la bibliothèque municipale et j'ai regardé un peu ce qui se faisait en sport. Et j'ai vu là où je pouvais m'exprimer. Et le pied-point, donc la boxe française par exemple, c'est là que j'ai commencé, correspondait un peu. Ouais, la BF. Après j'ai fait boxe thaï et boxe anglaise. J'ai vu que ça correspondait. Par contre, ce qui est bizarre encore une fois, c'est que j'ai commencé la carrière, je fais quelques combats, mais je ne m'en retrouvais pas. Parce qu'il manquait le volet un peu spirituel, le volet psychologique, le volet philosophique qui me plaisait dans les arts martiaux. Et il se trouve que j'ai fait pas mal d'arts martiaux qui ne m'ont pas convenu non plus. Parce que ça manquait de percussion, je ne trouvais pas ce que je voulais. Et puis en 84, c'est là que j'ai trouvé le punch axillade qui correspondait tout à fait, ou le fait qu'il n'y avait pas de limite. Encore une fois, ça me plaît, qu'il n'y ait pas de limite, qu'il n'y ait pas, on ne rentre pas dans des cases, ça me plaisait, qu'il y avait une possibilité d'exploitation du corps humain, nos limites encore, physique, nos limites, et rien n'était construit. Par rapport à la spiritualité aussi. Rien n'était construit parce que c'était très oriental, c'était pas du tout adapté à l'occidental. La forme de corps n'était pas adaptée à l'occidental. Donc je voyais un gros chantier en construction possible. Encore une fois, on est dans la construction. Je me suis dit, purée, je connais bien le physique, je connais la technique, je vais apprendre. C'est pas très développé, donc il y a plein de choses à faire. Tu vois un désert. Et là, j'ai déjà vu, dans 10 ans, je serai là. Et dans 1 an, je serai le meilleur de ma salle. Dans 5 ans, je serai le meilleur en France. Et dans 10 ans, je vais développer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc j'ai fait une projection court terme, moyen terme, long terme. Je l'ai écrit. J'ai commencé à structurer, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Alors, là par contre, je vais être peut-être un peu prétentieux, mais j'ai une grosse prédisposition sur la visualisation. Ce que je vis, parce qu'on sait que le cerveau ne fait pas de différence entre l'imaginaire et le réel, j'ai une grosse capacité depuis tout jeune de visualiser ma réussite.
Et c'est bizarre, si je n'arrive pas à visualiser la réussite, je ne tente pas. C'est pour ça que j'ai très peu d'échecs dans ma vie. Pas parce que je suis le meilleur, simplement en fait je ne vais pas là où je vais me planter, je le sais. C'est que je visualise, si je me mets en état sophronique, et naturellement je le faisais à 14 ans. Moi j'ai commencé à 17 ans, 18 ans la sophrologie. Si je ne vois pas les choses, mais quand je dis voir, c'est pas le voir seulement à travers une image, c'est les vivre, les sentir, voir les odeurs, me voir en train de réussir, de voir la construction. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ben si je ne le vois pas, je ne le fais pas. Par contre, si je visualise, je sais très bien ce qui va se passer. Un exemple concret, là, samedi, je fais la nuit des arts martiaux de l'accord Hôtel Arena, l'ancien Bercy. Ma démonstration, je l'ai très peu travaillée. Mais je l'ai tellement visualisé, j'ai tellement vu la foule, les emplacements, je sais que le tapis orange, je sais comment il est fait. Ça y est, je suis dedans, c'est déjà fait pour moi. Ah ouais. Donc, ça va se passer comme j'ai envie. J'ai déjà fait ça une dizaine de fois et c'est suffisant. Voilà, source d'erreur pratiquement proche de zéro. Et après, s'il y a erreur, je vais m'adapter. Et particularité, c'est que je n'ai jamais de plan B. Je n'ai que des plans bas A, puisque je ne conçois pas l'échec. Tu trouves des solutions à la réussite de ton plan A. Pas besoin de plan B, puisque le plan A va se réaliser. Après, si ce n'est pas A, ça sera un A bis à terre. Mais en fait, ça sera facile, puisque en fait, la capacité d'adaptation, c'est celle qu'on a dans le corps humain. Et comme j'ai une totale confiance en moi dans ce domaine, ça se fera comme ça doit se faire, quoi. Et encore une fois, je dis aux gens, c'est pouvoir les meilleures techniques du monde, mais si vous ne les appliquez pas au quotidien en faisant cette fameuse liste et en se disant je vais faire les 5 choses que je dois faire dans la journée, de plus en plus importantes, moins importantes, de plus en plus importantes, à force de le travailler, faire cette gymnastique, c'est comme de l'entraînement, c'est de l'apprentissage. Il y aura des échecs qui seront des expériences, vous allez mieux vous connaître, rebondir et on devient meilleur. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que toi, d'autres, tous les gens qui ont réussi, que ce soit dans le sport ou dans tous les domaines, ont le même format. On a le même état d'esprit. C'est parce que c'est des fondamentaux qui sont obligatoires. C'est ce que je veux dire, c'est vraiment l'état d'esprit qui va vous faire réussir. Ce n'est pas vos qualités intellectuelles ni vos qualités physiques qui vont vous faire réussir. C'est vraiment l'état d'esprit, le refus de l'abandon, le refus de tout ça. C'est un état d'esprit. C'est surtout ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'implémentation, c'est le passage d'action. Toi justement qui étais il y a quelques semaines à la Neuro Business School, 1200 personnes. Toi-même, tu es persuadé que sur les 1200, il y en a plein qui ne vont pas progresser, qui vont rester là où ils sont, tout simplement, ils ne passeront pas l'action. C'est ça, c'est le passage à l'action qui est problématique. Tant que ça reste que intellectuel, ça ne suffira pas. C'est pour ça qu'en fait, je dis toujours que tout le monde peut réussir. Je le crois sincèrement. Tout le monde, pourquoi ? Parce qu'on le voit au quotidien, des gens qui ont des bons niveaux d'études, qui sont très compétents, qui ont un très bon entourage, d'accord, mais qui ne sont pas structurés, qui n'osent pas, qui n'ont pas d'audace, il ne se passera rien. Par contre, vous avez les fous furieux qui ont très peu de compétences, mais qui vont en acquérir en rencontrant des gens, en se documentant, en étudiant, dans des formations, qui ont une rage pas possible, comme je dis, l'énergie qu'il y a là, la rage, et qui ont un entourage pourri, on va le dire, mais ils croient tellement eux, ils ont tellement envie de réussir, ils ont tellement envie d'apprendre, ils sont tellement curieux, et ils ne repoussent pas au lendemain, d'accord, et ils agissent, mais ils vont réussir. Et ce qui fait la différence, alors imaginez vous, et il y en a beaucoup de personnes, on a tous des compétences, on a tous des dons, si vous avez en plus une compétence, que vous avez le niveau d'études, que vous avez le bon entourage et que vous agissez, mais vous allez exploser. C'est pour ça que tout le monde peut réussir, je le crois vraiment. Alors quand on me dit ça, on me dit oui, tout le monde ne peut pas. Non, c'est faux. Moi j'ai vu des gens qui ne pensaient ne pas avoir de compétences, qui pensaient. Et je leur ai dit simplement, mais il y a un truc qui te plaît dans la vie ? Ah ouais, moi j'aime cuisiner, j'aime la pâtisserie. Tu as commencé à essayer de faire des petits trucs, des petits plats pour des gens, commencer à présenter, à faire dans des mariages, choses comme ça, et à commencer à professionnaliser. Non, mets-toi auto-entrepreneur, crée, c'est gratuit. Tu ferais ton truc, tu fais ça en plus de ton boulot, comme ça tu n'as aucune prise de risque. Puis si ça ne te plaît pas, tu fais autre chose. Voilà, dans la cosmétique. Moi j'ai une grande fille qui va quitter son monde actuel à 29 ans. Pour s'en aller à la cosmétique, elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit tu fais ça, ça, ça. Mais elle me dit exactement comme toi. Oui, parce que c'est les fondamentaux, tu la retrouves partout. Ça y est, elle va se lancer. C'est ce que j'arrête pas de dire aux gens. Il y en a qui vont encore ça va leur faire rire parce qu'ils vont me entendre encore. C'est commencer votre vie par une introduction et non par une conclusion. Il y en a combien dans l'entrepreneuriat avec qui je discute et qui me disent tu sais, moi, Goulven, toi, tu as peut-être eu de la chance par rapport à ta situation, ceci, cela. Moi, je gagne le SMIC, je gagne 1200, 1300 euros. Je peux pas emprunter. Je peux pas emprunter ? D'accord, mais est-ce que tu as été voir ton banquier ? Mais non, j'ai pas été voir le banquier. Je peux pas emprunter, je gagne pas suffisamment. Ou je suis en intérim ou je suis en CDD. Mais je me fous que tu sois en intérim, je me fous que tu sois en CDD, je me fous que tu sois au SMIC. C'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que tu as été démarché au mal banquier pour avoir un oui ou un non pour savoir ce que tu peux faire. Et la plupart des gens, en fait, ils y vont pas. Non, l'audace, manque d'audace. C'est comme dans le sport. Dans le sport, il y a des gens, plusieurs fois, qui m'ont dit
Un marathon, moi je peux pas faire un marathon. Bah, je fais pourquoi? Tu as déjà essayé, tu as eu des échecs. Il me fait non, mais regarde-moi, je peux pas faire un marathon. Mais je me fous de te regarder. Est-ce que tu as déjà fait, est-ce que tu as déjà pris le départ d'un marathon? Est-ce que tu as déjà au moins essayé? Et les gens non, parce qu'ils font 100 kilos, ou ils pensent qu'ils sont trop gros, ceci, cela. Alors que moi je côtoie des athlètes qui, je pars dans l'extrême, là on parle d'un marathon, hein, on peut très bien reporter ça à un 10 km ou un semi-marathon, hein, c'est la même chose, mais il y a combien de personnes qui pensent ne pas être en bonne capacité physique et qui ne passent pas l'action alors qu'ils n'ont jamais encore essayé, que ce soit le sport ou l'entrepreneuriat. Commencez votre projet par une introduction, faites-le et vous verrez bien. Si c'est un échec, c'est pas grave, ça vous permettra de recommencer plus intelligemment. Et voilà, c'est le problème. Alors il y a aussi un autre problème, c'est que les gens veulent tout de suite. Alors il faut un peu de temps et je pense que pour vraiment se lancer à fond dans un domaine, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut être passionné. Faut être passionné. Alors là, il faut être honnête, vous ne pourrez pas réussir dans une niche ou dans on va dire dans un métier ou dans quelque chose qui vous plaît si vous n'aimez pas. Enfin, si ça ne vous plaît pas, vous n'irez pas loin. C'est qu'à la première difficulté, vous allez abandonner. Bien sûr. Hein. Donc ça, je dis souvent déjà, listez ce que vous aimez. Faites prenez une feuille A4, hein, vous faites un trait. À gauche, vous mettez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Vous allez vite voir que petit à petit, vous allez de plus en plus être dans le détail. Et qu'à un moment donné, il y a un truc que vous auriez aimé faire, vous n'avez jamais osé faire. Et en plus, vous ne risquez rien de tenter. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous tentez, ça ne fonctionne pas. Vous avez votre boulot actuellement, vous êtes au chômage, bah, ça ne marche pas. Vous serez toujours au même point, ça ne sera pas moins, ça sera que plus, puisqu'en fait, vous allez apprendre des choses. Et petit à petit, je vois ma fille à 29 ans, elle a mis 10 ans pour trouver sa voie. Ok, il faut y aller. Peut-être que ça ne va peut-être pas être encore parfaitement celle-là, mais elle va peut-être devoir d'autres options. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut essayer. Et c'est en essayant qu'on voit si ça convient pas. Sinon, on va toute sa vie intellectualiser. Et dernièrement, il y a une dame qui me dit, justement, à ma dernière intervention, là, lors du séminaire, c'est qu'elle me dit, j'ai pas trouvé ma voie. Mais j'ai dit, est-ce que tu as pris une feuille de papier, tu as écrit ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Ah non, c'est la base. Donc, alors elle pense, c'est pas structuré, c'est pas possible. Et il y a des gens qui pensaient aimer, ça je le vois au quotidien, ça, quand on est coaching, qui pensaient aimer cette voie, cette niche, et ils se disent j'aime, sauf que cette niche, elle n'est pas viable financièrement. Ouais, bien sûr. C'est, je sais pas, je vais faire des combats de coq, j'ai n'importe quoi, je vais organiser des combats de coq en France. Déjà, c'est pas légal. Je passe sur le territoire de la métropole, c'est pas légal. Qui va s'intéresser? L'exemple typique, c'est le penchaxilate. Moi, le penchaxilate, c'est ma passion. C'est très difficile de pouvoir en vivre parce qu'il y a très peu de licenciés, parce que ça demande des qualités physiques qui sont un peu au-dessus de la moyenne. Les gens n'ont pas le temps de s'entraîner pour obtenir. Ils pourraient avoir ces qualités physiques, mais n'ont pas le temps. Par contre, la self-défense, pourquoi c'est mon créneau? J'aide des gens, je suis heureux, c'est des bases de penchaxilate que j'ai. Et c'est tellement, on va dire, accessible à tout le monde que c'est exploitable. Donc on peut vivre de la self-défense. Mais vous savez ce que me disent les gens? Ouais, mais c'est compliqué, il faut trouver une salle, il faut ouvrir un club. Et j'étais été voir le maire pour avoir une salle municipale. Tu étais renseigné pour les diplômes. Moi, je fais passer les formations. Tout le monde peut passer le premier diplôme, diplôme fédéral. Mais non. Ils concluent leur projet avant même de l'introduire. Ça les arrange bien. Ça les arrange bien. C'est la zone de confort. Ils visualisent que ça va être compliqué, qu'il va y avoir beaucoup de choses, et on va passer à autre chose. C'est simple. Simplement, il faut encore une fois, il faut aller dans l'action, il faut aller au charbon. Et toi justement qui côtoie aujourd'hui, on va finir avec ça, toi qui côtoie la jeunesse d'aujourd'hui, par rapport à la jeunesse que tu as connue à ton époque, la jeunesse d'aujourd'hui, toi qui es entrepreneur, qui fréquente énormément de jeunes à travers YouTube, à travers tes arts martiaux, comment tu perçois les jeunes d'aujourd'hui par rapport à leur motivation, par rapport à leur création, à leur créativité, par rapport à leur volonté, par rapport à leur état d'esprit? Comment toi tu les vois, les jeunes d'aujourd'hui, par rapport à la société actuelle, par rapport à peut-être tout le marketing qu'on peut voir, les médias, cette société négative, comment tu les perçois, Alors c'est très compliqué pour les jeunes actuellement parce qu'ils sont très pollués par les croyances limitantes. Nous on aime la télé, c'est oui, le taux de chômage augmente, c'est compliqué pour les jeunes, les diplômes ne suffisent plus, ils font un réseau, voilà. Donc on les plombe dès leur plus jeune âge avec pour moi ces croyances limitantes qui sont au quotidien. Après, il y a l'entourage, les parents qui disent « Oh là là, c'est compliqué pour les jeunes, même avec les diplômes, on n'est pas sûr qu'ils y arrivent, je vais essayer de le faire rentrer dans telle boîte. » Voilà. Donc, on leur fait comprendre. En parlant, on leur fait comprendre dans les programmes déjà, dès la naissance, dès leur plus jeune âge, on les comprend que ça va être compliqué. Et je sais que je vais pas me faire des copains, mais malheureusement, le système scolaire, pour moi, n'est plus du tout adapté
au développement des gamins. Ah ouais. Alors déjà, je vais parler de sport. L'éducation physique à l'école, c'est une catastrophe pour moi. C'est pas du tout ce qu'il faut pour la jeunesse, quoi. Alors on est dans le ludique, ok, mais il faut construire un corps fort. On fait plus de pompes, on fait plus d'étirements, il n'y a même plus les fondamentaux, le grimper de corde, le saut en longueur, saut en hauteur. C'est ce qu'on appelle les qualités physiques de base à exploiter, ce qu'on a fait gamin, moi en tout cas. Toi, il y avait ça à ton époque, toi. Ah bien sûr, grimper une corde, on prenait un gamin, moi j'ai des gamins de 12 ans, ils ne savent pas grimper à la corde. À 10-12 ans, à mon âge, ça savait grimper à la corde. Donc ça peut aider de grimper à la corde. Il y a des enfants qui ne savent pas nager encore. Il faut le savoir, c'est les parents qui leur apprennent à nager à l'extérieur, quand on a les moyens financiers. Pour moi, le permis conduire devrait être passé à l'école, on devrait apprendre à nager à l'école, on devrait apprendre à grimper, à sauter, à courir, ce qu'on appelle développer les qualités physiques de base. Après, sur le plan intellectuel, ok, on apprend l'histoire, la géo, ainsi de suite, mais on voit bien comment évolue le monde actuellement. Il faut leur apprendre aussi à entreprendre, à faire ses comptes, des choses basiques. Moi, j'ai un gamin qui ne sait pas remplir un chèque à 20 ans, il est en école de commerce. Il ne sait pas remplir un chèque. Je l'ai vu récemment, il a été au comptoir, il a voulu payer sa cotisation, il a dit au patron, tu peux me remplir le chèque, je ne sais pas le remplir. École de commerce, c'est inquiétant. Et le monde, intellectuellement, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que l'école, même si à la base, ce n'est pas forcément le but, devrait préparer un peu plus à la vie. D'accord, à faire ses comptes, à passer un oral. Par exemple, je vois souvent des gens qui sortent des écoles, même parfois de grandes écoles, qui ne savent pas s'exprimer devant un public. Ceux qu'à un moment donné, ils seront face à un jury pour un entretien, seront face à un public, seront amenés à faire des présentations orales. Ils sont paralysés, ils ne savent pas se défendre, ils ne savent pas parler de leurs arguments. Quand on sait que 93% en communication est lié à du non-verbal, c'est inquiétant. Alors qu'avec des gestes simples, ce que je propose dans mes formations, alors j'aide beaucoup de jeunes étudiants et de jeunes adultes qui rentrent dans la vie professionnelle, c'est avoir une bonne posture, être plaisant, sourire, être bien dans sa peau, bien respirer par le ventre, non pas par les clavicules, enfin les choses basiques. Bon. Et alors tout ça réuni, ça fait que pour les gamins, ça les met quand même en difficulté. Cependant, le côté positif, c'est que les gamins sont beaucoup plus audacieux, pour moi, sont beaucoup plus dans le fait de profiter de la vie, de prendre des risques, quitte à se planter. Il y en a beaucoup de gamins qui créent, qui voient un peu les exemples américains, en créant des startups, en essayant de monter des trucs. Donc en fait, d'un côté, ils sont beaucoup plus audacieux. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de gamins qui sont géniaux, quoi. Ils ont plein d'idées. Alors, ils sont un peu éparpillés parce qu'ils ne sont pas appris à être structurés. Ouais, c'est là le problème. Ils découvrent. Voilà, ils n'ont pas appris à être structurés à l'école. Ils auront le temps de l'être après. Voilà, mais ils ont quand même cet état d'esprit qui, à mon avis, qui est plus audacieux pour moi que celui d'avant. C'était un peu plus facile avant. Cependant, comme à l'encontre, ils sont un peu, on va dire, pollués. Ça fait que c'est compliqué pour eux. Par contre, je suis garanti, si on revoyait un peu le système scolaire, si il y avait des cours avec des entrepreneurs qui venaient, des champions, enfin des gens de divers milieux, de gens qui ont réussi par rapport à ce qu'ils veulent dans leur vie. Quand je dis réussir, c'est pas forcément faire de l'argent, c'est réussir à avoir la vie qu'on a envie. Être un acteur de sa vie, être un architecte de sa vie, un acteur de sa vie, voilà. Si on les faisait intervenir 1 heure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du bénévolat, 1 heure par semaine. Des gens très différents, de divers milieux en disant voilà, je suis heureux, j'aime ma vie, j'ai fait ce que je voulais, j'ai réussi à vivre la vie comme je le veux. Les gamins verraient les choses différemment. Cette heure-là, elle sera hyper bénéfique. On leur a inculqué de nouveaux codes qu'ils n'ont pas été habitués à avoir, et bien sûr, ils verraient la vie autrement, bien sûr. J'ai fait lire récemment Père riche, Père pauvre, qui est assez connu, ce livre. J'ai fait lire à 3 gamins et une de mes grandes filles. Elle m'a dit, mais c'est génial, ça me fait penser différemment. Mais oui, il faut penser différemment. Si tu penses comme tout le monde, tu seras comme tout le monde. Si tu penses différemment, tu seras différent. La vie est simple, je veux dire, il ne faut pas aller chercher plus loin que le bout de son nez. Et le mot de la fin, donc pour ceux qui veulent, un mot rapide, pour ceux qui veulent entreprendre, qui sont dans leur période d'entrepreneuriat, de création d'entreprise, de société, qui veulent se mettre à leur compte ou qui veulent investir dans l'immobilier, peu importe, et qui ont des doutes, qui émettent des doutes ou qui hésitent, qui ne savent pas comment faire, qui ont peur tout simplement. La peur, c'est vraiment le facteur numéro 1 dans l'entrepreneuriat, justement, c'est ce qui nous freine le plus. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, ceux qui ont peur, ceux qui ont des objectifs, qui ont ça en eux, qui ont ça dans le ventre, qui veulent passer à l'action, mais qui ont peur, et justement, cette peur ont tendance à prendre le dessus sur ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller justement pour leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils passent à l'action, pour qu'ils réalisent leurs projets et leurs rêves? Alors la première chose, se dire que la peur, on se la crée. La peur, ça n'existe pas. On se la crée, donc on peut la créer, donc on peut l'enlever. Voilà. Donc la peur, vous l'avez. Ok. Mais ce qui fait que vous avez peur, c'est parce que vous ne tentez pas. Donc la peur, en fait, c'est un peu comme les phobies. Elle a tendance à grossir puisqu'en fait, vous faites en sorte de la développer, de l'entraîner. En fait, on entraîne sa peur. Donc moins on agit, plus on entraîne sa peur. Par contre, simplement, vous dites une prise de risque. Bidon, Je vais aller voir quelqu'un qui est entrepreneur.
dans une niche qui nous intéresse, quelqu'un d'assez important, donc qui peut faire peur, qui peut impressionner. Je vais prendre conseil auprès de lui, simplement agir, en allant prendre conseil. Ou vous voulez investir, on va parler d'immobilier, et puis vous n'avez jamais été voir le banquier. Demain matin, à 9 h, je vais voir le banquier, je vais me renseigner. Je vais apprendre ce nouveau langage et je vais… Voilà, je vais voir ce qu'il me propose et ce qu'il me dit avec le 1500 € par mois, ou 1300 € par mois, est-ce que je vais pouvoir acheter. Et là, le premier banquier va vous dire, impossible. Ok, vous faites une liste de ce que j'ai fait. Hein. Ah ouais. Moi, pour mon crédit, hein, j'ai pris une dizaine de banques, j'ai été voir 10 banquiers. Bah, je vous promets que sur les 10, il y en a un qui va vous dire oui et vous dira comment faire. Ah, bien sûr. Faites cette démarche. Maintenant, vous êtes dans le sport. Vous voulez ouvrir parce que c'est pas évident tout seul, surtout pour les dames, elles ont un peu plus de mal, d'aller dans une salle de sport quand elles ne sont pas avec des copines, par exemple. Bah, vous dites, tiens, je vais faire 10 enseignes, je vais, sans forcément vous inscrire, je vais me renseigner. Et vous allez voir qu'à la 10e, bah, vous ouvrez la porte, vous ne réfléchissez plus. J'ose rentrer dans une salle de sport tout seul. Voilà. Et c'est bête, hein, mais c'est les actions très simples, mais qui vont renforcer votre mental. C'est un truc de fou, parce qu'en fait, le mental, il va enregistrer, il va créer des chemins neuronaux, comme on dit. Il va enregistrer une réussite, il va enregistrer une action qui va vous amener à faciliter une autre action. Et pour faire très simple, par une analogie vraiment qu'il faut retenir, on me dit, mais lui, il est vraiment habitué à parler en public. Qu'est-ce qu'il a? Ce gars-là, il a un don. Il n'a pas de don. C'est qu'il a tellement répété. L'habitude. Regardez les hommes politiques, ils ont tellement l'habitude de parler. C'est naturel. Maintenant, prenez le même homme politique. Mettez-le dans une salle de bodybuilding avec des gros bodybuilders. Il va être devant une machine, il va être tout timide. Parce qu'il ne connaît pas, c'est pas son monde, c'est l'inconnu. Et pourquoi c'est l'inconnu? Parce qu'il n'a pas de créé chemin neuronaux. Il n'a jamais été en salle de musculation. Donc c'est l'inconnu, donc il n'est pas à l'aise. Et ce chemin neuraux, tu en parlais tout à l'heure, la visualisation. Avant d'aller voir le banquier, avant d'aller rentrer dans une salle de sport, visualiser comment ça va se passer. Et le jour J, ce sera encore plus facile. Et une technique secrète, je vous la donne, hein, il y a une formation qui va sortir dans quelques jours là-dessus, c'est gratuit, hein, c'est des tutos YouTube pour vous aider justement pour ceux qui n'ont pas les moyens, même si on peut se donner les moyens, hein, parce qu'il y a des stratégies. Hein, parce que les gens ils vont plus acheter une paire de chaussures à 100 € que d'investir dans une formation. Donc là je ne suis pas d'accord. Il y a une technique très simple, on a constaté, alors c'est pas moi qui le dis, hein, je ne dis pas tout parce que vous verrez dans la vidéo, mais si vous agissez dans les 5 secondes, le cerveau n'aura pas le temps de trouver une négation pour ne pas agir. Une excuse. C'est prouvé scientifiquement, c'est 5 secondes. Alors il y a une étude, vous comptez 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais. Vous n'avez pas le temps de trouver, le cerveau n'aura pas le temps de trouver une négation ou trouver en fait un parasite pour vous empêcher d'agir. Voilà, vous avez une jeune fille ou un jeune homme à aller voir, vous êtes timide. Si vous dites je vais aller voir le jeune homme, bon alors est-ce que j'y vais maintenant, est-ce que j'y vais pas? Peut-être que c'est mieux, je le vois là-bas, vous n'irez jamais. Si vous dites 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais, bonjour et tout, vous êtes obligé d'y aller, la peur elle disparaît. C'est un peu comme quand tu es sur un, moi ça me l'a fait, sur un plongeoir, tu as 10 mètres de haut, et là tu regardes, tu réfléchis, et généralement tu fais demi-tour si tu vas pas. Voilà, alors ça, voilà, on le teste en gymnastique. J'ai testé avec des athlètes de haut niveau quand ils ont du mal à effectuer une figure qui bloque psychologiquement parce qu'elle est risquée souvent, donc il y a un potentiel risque, ils l'ont développé et puis il y a eu souvent une chute avant, ce qui a fait qu'il y a une croyance limitante avec blocage. Ce qu'on fait, c'est que l'entraîneur arrive, il dit tiens en fait tu y vas, allez hop on y va, allez 5, 4, 3, 2, 1, pop tu y vas. C'est ce qu'on fait sur l'élastique, on compte. Et regardez les gens quand ils sautent et qui n'osent pas sauter, plus ils vont attendre, ils finiront par plus sauter. Parce qu'on va trouver plein d'excuses et c'est pas de votre faute, c'est le cerveau qui est programmé comme ça parce qu'il est là pour vous mettre en confort. Donc quand vous mettez en confort et que vous pensez que c'est une zone d'inconfort, donc ce fait d'aller voir quelqu'un ou rentrer dans une banque, bah, plus vous allez attendre, plus vous allez trouver, plus le cerveau va vous trouver une négation pour vous garder dans le confort. Par contre, si vous franchissez, dans les 5 secondes, vous osez faire les choses, vous allez voir comment la peur va disparaître, vous n'y penserez même plus. Quand on monte sur scène, on a tous un peu le trac. Tout le monde. Quand on est sur scène, ça disparaît tout de suite. Voilà, c'est pour ça que moi je réfléchis pas. Je dis, putain, les gars qui m'entourent me disent, mais toi tu y vas, tu réfléchis pas. Je dis non, parce que c'est ma nature déjà, parce que les 5 secondes, bam, j'y vais, on verra bien. Je vais pas mourir. Vous n'allez pas mourir en entrant dans une banque. Et tu vas improviser après. Et voilà, et ça se passe toujours bien. Toujours bien. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas l'action justement parce qu'il y a ce phénomène de peur, d'échec, je veux dire, l'échec, la honte de l'échec, la peur de l'échec. C'est vrai qu'en France, on est confronté, avoir un échec en France, c'est une honte, c'est mal vu. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens mais justement qui ne passent pas l'action tout simplement pour éviter les échecs et éviter cette problématique parce qu'ils pensent que… ils ne savent pas comment ils vont réagir face à un échec. Et peut-être que ça va un peu les dérégler, les désorienter, et ça va les perturber un échec, et ils ne sauront peut-être pas comment rebondir. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui restent un peu dans leur zone de confort, qui ne vont pas chercher plus loin, justement parce qu'ils ne savent pas comment ils vont gérer cet échec-là? Est-ce que ça va leur rendre plus fort, ou justement, est-ce que ça va peut-être les atténuer, les mettre plus bas de terre, et ils n'arriveront pas à s'en relever?
Alors tout à fait, parce qu'en fait, dans notre enfance, depuis notre temps d'enfance, en fait, l'échec est vécu comme quelque chose de négatif. Moi, l'échec, c'est une expérience. C'est aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Ok, je recommence. Donc en fait, je ne vois pas l'échec comme quelque chose de catastrophique. C'est bizarre de dire ça. C'est parce que je sais que dans l'apprentissage de la vie, tout le monde échouera, je vais échouer, d'autres échouer. C'est automatique, on ne peut pas réussir sans échouer. Ce n'est pas possible. Regardez, tous les plus grands de ce monde ont échoué avant de réussir. Donc je dis souvent que l'échec, c'est en fait la marche de l'escalier de la réussite. C'est qu'avant que réussite, il y a un échec. Donc si vous enlevez le côté négatif de l'échec, échec, c'est pas négatif. Échec, c'est une expérience. Vous le remplacez ce mot par expérience. Vous verrez que votre cerveau il verra les choses différemment. Il va positiver. Ensuite, si vous visualisez cet échec comme, encore une fois, une expérience, comme chose qui va vous apprendre quelque chose, vous permettre de rencontrer quelqu'un ou de faire autre chose, ça sera différent. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez, ça c'est incroyable, hein, plus vous allez rester dans la zone de confort, plus votre vie va être difficile et pleine d'échecs, parce que vous allez vivre de manière complètement désagréable. Pourquoi ? Parce que c'est inconcevable. On se cache, on diminue intellectuellement le risque échec, d'accord, intellectuellement. Ben, en fait, le jour où on va le vivre, c'est une catastrophe. Par contre, quand vous avez vécu plein d'échecs, parce que ce sont des expériences, vous le voyez plus négativement, vous dites ok, ça ne marche pas aujourd'hui. Demain, ça marchera et ça marchera le lendemain. Ça marche toujours le lendemain. Il faut le savoir. Hein. Ben, en fait, vous finirez par réussir. Donc, en fait, l'échec, c'est un mot, depuis tout jeune, on met la connotation négative. Et en fait, l'échec est positif. Parce que l'échec vous fait grandir à chaque fois. C'est une expérience. Donc, moi, quand je parle à mes élèves ou quand moi, je loupe des choses, parce que je loupe, il ne faut pas croire, hein. Ok, qu'est-ce qui ne va pas? J'analyse. Vous entendez, hein, Franck Ropers loupe. Hein. Bien sûr, je rate souvent les vidéos. J'ai remarqué que ma deuxième vidéo, mon deuxième tournage est toujours meilleur que le premier. Donc on a bien fait de se planter. D'ailleurs, les gars, ils se marrent. Donc je ne suis jamais triste. Je me dis, ça va être mieux la deuxième fois. Parce que, en fait, quand vous faites un mouvement, quand vous apprenez un mouvement, bah regardez, moi je ne suis pas manuel, je ne suis pas bon en cuisine non plus. Bah, j'ai fait dernièrement une vidéo de cuisine, on a fait une mayonnaise. La première, c'était pas génial. La deuxième, c'était mieux. La troisième, c'était encore mieux. La quatrième, on aurait dit un expert. Donc, c'est 3 échecs qui m'ont rendu meilleur. Mais les gens, en fait, trichent. C'est que souvent, même les joueurs, ceux qui jouent aux courses, ceux qui jouent, ils disent quand ils gagnent, pas quand ils perdent. Oui. Plus vous parlez de vos échecs, plus vous allez réussir, puisque c'est obligatoire. Donc les gens trichent, mais moi je vous garantis, quand vous voyez les plus grands de ce monde, que ce soit les entrepreneurs, des sportifs, ils ont échoué. Croyez pas que Teddy Riner, il a toujours gagné. Regardez sa carrière, il gagne maintenant, mais il a tellement échoué au début. Et oui, et les entrepreneurs, pareil, regardez les plus grands dans le businessman, te disent j'ai planté ma boîte, j'ai planté 5 fois, je recommence. De toute façon, plus tu vas, c'est mathématique, plus tu vas échouer, plus tu vas réussir. Voilà et ça c'est ce que j'allais dire. Donc en fait, si vous mettez une négativité sur l'échec, bah, vous réussirez jamais. Par contre, je peux vous le dire, plus vous allez refuser l'échec, plus vous allez accepter que cette peur en disant je ne fais rien paralysante, moins vous réussirez et plus vous aurez d'échecs et plus ils seront mal vécus. Plus vous sortez de la zone de confort, donc plus potentiellement vous êtes confronté à de l'échec, plus vous allez réussir, je vous le garantis. Et ce que me disent les gens à chaque fois, c'est quand ils ont échoué, en fait c'est pas si dur que ça. Hein. Ah bah oui, c'est pas, on n'en souffre pas autant. Et puis plus vous allez en avoir. Ouais, parce que moi j'ai testé quelque chose, j'ai fait quelque chose. Les gens qui font rien, ils vont avoir une vie difficile. Moi je vois des gens qui disent moi je vais faire ce petit boulot, je vais être planqué, je ne vais pas être emmerdé, je vais être en confort toute ma vie. Ils disent ça à 25 ans. Je vous promets que ça va être un enfer de 25 ans à 70 ans. Parce qu'ils vont connaître des souffrances, que ce soit dans le domaine médical, le domaine physique, des blessures psychologiques. Par contre, celui qui a déjà une expérience des petites difficultés, quand il aura plus grande difficulté, son cerveau aura été entraîné. Donc il va la vivre beaucoup mieux. Donc celui qui sort de la zone de confort aura une vie beaucoup plus facile que celui qui la refuse. C'est ce que je pourrais dire, mais c'est mon vécu, c'est le vécu de ceux que j'ai rencontrés. Toute dernière question, là c'est plus une question qui pour les infopreneurs. Moi je vois il y a beaucoup d'infopreneurs, enfin il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns. Et par rapport à toi, Franck Ropers, on le connaît, tu es quelqu'un de respecté, tu véhicules vraiment un superbe discours, un superbe état d'esprit. Pourtant, comme tu me l'as déjà dit, tu te fais lyncher, tu te fais critiquer par les réseaux sociaux et compagnie. Et il y a beaucoup d'infopreneurs justement qui ne passent pas l'action ou qui
qui ne vont pas au bout de leur pensée ou de leur discours par peur de se faire critiquer. Ouais. Comment toi tu vois la critique? Parce qu'il y a même des gens, à force de se faire trop critiquer, ils arrêtent. Ouais. Ils arrêtent. Il y en a qui vont même beaucoup plus loin jusqu'au suicide. Ouais, ça bien peut être sûr. très grave. Mais comment toi justement tu perçois la critique? Parce que toi, il faut savoir que quand même tu te fais quand même pas mal critiquer. Tu as quand même une grande bouche dans ton milieu. Tu dis pas les choses à demi-mesure. Alors comment tu fais justement pour que cette critique soit transparente, pour que cette critique ne t'impacte pas intellectuellement parlant et que tu continues à avancer dans tes projets et comment? Bah, c'est très simple. Déjà, je suis aligné avec ce que je fais. Je crois en ce que je fais. Ouais. Je ne m'occupe pas des critiques tout simplement parce que en fait, je ne donne pas forcément de crédit, même si des critiques négatives peuvent me servir. Ouais, bien parce sûr. qu'encore une fois, j'ai pas toujours raison. Hein. C'est ce que je dis. Maintenant, les gens qui critiquent sont dans un process qu'on connaît bien. C'est que quand on fait quelque chose qui sort de la norme, je sais que mes techniques d'entraînement, par exemple, sont un peu hors norme. Elles sont critiquées par beaucoup, mais aussi pratiquées par beaucoup. Et ce que je retiens, c'est que quand on fait quelque chose qui est innovant, Ouais. quelque chose qui sort de la norme, forcément, il y a un process qui est très simple. Au début, on est ignoré. On est ignoré, c'est un dingue, il dit n'importe quoi, de toute façon, repère, si on le connaît, il est dans son délire. Deuxième étape, on se fait critiquer. Parce qu'on commence à être, comment dire, visible. Ouais. Donc on est critiqué, n'importe quoi. Alors, il y a ceux qui, bien sûr, sont dans un moule, on va dire traditionnel, qui vont critiquer parce que je les ennuie. Parce que je fais un peu le buzz, forcément. Mais c'est pas mon but de faire le buzz. C'est dire ma façon de penser. Donc je suis Ouais, bien aligné. sûr. Donc je suis très à l'aise, même sur les plateaux de télé. Je parle de ce que je fais et ce que j'aime faire. Bon. Et la troisième étape, donc, ignorer, critiquer, on dérange, et après on vous copie. L'exemple typique, quand dans les arts martiaux, j'ai commencé mes cours en ligne. Des formations en ligne. Le scandale, on délivre les secrets des grands maîtres en ligne. Ah, ça va être donné à tout le monde. Des one Shaolin et tout Voilà, ça. c'est des secrets. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est bouger ses fesses. D'accord. Avoir des techniques qu'on Ah ouais. apprend, donc j'ai appris des autres, et bouger ses fesses, c'est s'entraîner. Voilà, et réfléchir. Et être curieux, lire. Après, donc, au début, on m'a ignoré, on a dit, ça y est, c'est encore ces conneries à l'américaine qu'il a été pompé à droite à gauche. C'est ce que j'ai lu. Hein. Après, je me suis fait défoncer, on va dire le mot, par des professeurs, pas par des experts et pas par les mecs. C'est ça qui est assez bizarre. Les grands ne m'ont pas critiqué. Ils n'ont rien dit. Neutre, ils observaient. Donc j'ai été critiqué, ça a duré un certain temps. Et vous savez ce qui se passe maintenant? Des professeurs de karaté font des formations en ligne, des professeurs de kung fu font des formations en ligne, des gens font de la self-défense en ligne, font des tutos en ligne. Donc vous avez vu, ignorer, critiquer, maintenant ils font ce que je fais. T'as donné à réfléchir. Voilà, et quand maintenant je parle de ma série unique, de mes 20 minutes d'entraînement, c'est des conneries, ça marche pas et tout. Et maintenant qu'il y a des bodybuilders qui font des tutos avec moi, qui me disent j'ai essayé, ça marche, que d'autres me disent moi ça fait 15 ans que je le fais, ah bon, alors lui aussi il le fait, alors là maintenant j'ai passé ma phase observation, je passe en ce moment ma phase critique et vous allez voir dans quelques temps, les gens vont dire je pratique la série unique. Voilà, et en fait, quand on recherche, la série unique existe depuis 1975, mais elle n'a pas été exploitée. Ça veut dire que ce que je fais, ce sont des choses que les autres ont fait, que j'ai analysées, que j'ai transformées à Avec ma le sauce. monde d'aujourd'hui, Mais avec les médias d'aujourd'hui, ça avec existait. les outils d'aujourd'hui Voilà, c'est pour ça que je suis- véhiculer ton message. Voilà, je suis très humble, je n'avance souvent rien. Simplement, ce sont des doctrines que j'ai remis au goût du jour parce que ça a été modernisé, la biomécanique a changé, la science a changé. Et je vais voir des gens pour qui c'est le métier, donc des scientifiques de la forme, de la santé. Et je leur dis qu'est-ce que tu en penses, quelles sont les réactions physiologiques. Donc c'est très simple. Et je lui dis ces 3 étapes, c'est indispensable. Dès que vous allez faire quelque chose, vous allez critiquer parce que ceux qui vous critiquent, souvent, pas tout le temps, sont en train de faire un transfert. En fait, ils sont tellement bloqués, ils ont tellement peur de créer et tellement peur de critiquer qu'ils vous critiquent. Et en fait, il y a des gens qu'on voyait qu'il y a des gens qui doivent passer des heures à faire des montages pour créer des parodies. Et vous savez ce que je dis? Mais c'est génial! Ils me font une publicité gratuite, Ah ouais, j'ai pas bien payé. sûr. Donc, au lieu de vivre mal, de dire oh là là, regarde, il me critique, il m'insulte, il y en a qui m'insultent même. Mais ça lui fait plaisir, fais-moi de la pub. Ah ouais. Et les gens me disent, mais alors, il y en a qui s'appelaient parce qu'ils sont dans ce Au process. lieu de se désabonner, d'arrêter de te suivre, Voilà. ils préfèrent continuer mais te critiquer. Quoi. Voilà, et ça te puis, fait de la pub. Voilà, bon, c'est pas grave, ça fait 4000 vues, 5000 vues, 10 000 vues, 20 000 vues. Voilà, c'est pas un problème, c'est pareil, on me dit ne va pas sur tel plateau de télé parce que tu vas te faire ridiculiser. Mais ridiculiser en quoi? Moi, ce que je vois, c'est que ça fait connaître mon art. D'accord? Après, il y a des limites à tout. Et à chaque fois que je vais sur le plateau de télé, ça se passe toujours bien. Ouais. Je ne suis pas en situation. Effectivement, ça pourrait arriver.
Mais j'assume complètement. Encore une fois, c'est une expérience. N'empêche que le Pencak-Silat, je pense que j'ai participé activement au développement. J'en suis fier et pourtant mes professeurs me disent n'y va pas, surtout n'y va pas, tu vas nous décrédibiliser. On va dire que c'est un truc de guignol. C'est jamais arrivé quand on voit que je fais que augmenter. Les salles de mes aides de professeurs ne font que augmenter. Ça veut dire que la technique est bonne. Ça permet de faire connaître le Penchak au grand public, de faire connaître mes méthodes. Et c'est plutôt bien. Et puis je rencontre des gens, je fais un réseau, j'ai même aidé des gens avec ça. Et donc encore une fois, ce ne sont que des expériences. Voilà. En tout cas, Franck, vraiment un grand merci pour ta disponibilité, un grand merci pour ton partage, ton état d'esprit, ton mindset. J'espère en tout cas que ça aura servi à un grand nombre d'internautes, voilà, de youtubeurs, de personnes sur Facebook, des personnes sur les réseaux sociaux qui vont s'imprégner de ton état d'esprit, de ton mindset et, voilà, et qui vont se mettre à passer à l'action, à implémenter, à réaliser tout simplement ce qu'ils ont envie de faire, ce qui leur font plaisir. Donc merci à toi. De rien. J'espère à très vite. Et pour ceux, ça c'est très important, pour ceux qui veulent rencontrer Franck Ropers, là je vous donne rendez-vous le samedi 26 mai à Paris. Franck Ropers fera partie des intervenants du séminaire C'est possible live 2.0. Voilà, que j'organise le samedi 26 mai. Donc il sera en mesure de vous partager, comme il vient de le faire encore une fois, son état d'esprit. Il viendra témoigner, il montera sur scène témoigner sur sa réussite, sur sa chaîne YouTube à succès, sur plein d'autres choses. Il sera vraiment disponible, il sera parmi vous. Voilà, ceux qui ont déjà pris leur billet et ceux qui vont prendre leur billet prochainement, il sera assis à côté de vous. Voilà, vous pourrez avoir Franck Ropers à côté de vous, échanger avec lui, discuter, de continuer de vous imprégner de son état d'esprit, de son mindset. Et donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour en motiver plus d'un, au moins pour faire réfléchir les gens, réfléchir votre entourage, votre famille, vos amis qui s'intéressent aussi, ou si vous avez des amis qui sont dans la difficulté de passer à l'action, n'hésitez pas à partager cette vidéo, de leur faire véhiculer cette interview, ce témoignage. Et moi, je vous retrouve à très vite pour de nouveaux témoignages et de nouvelles interviews. Bye bye. Salut.